Et avec nous, pour ce club, Yannick Halimi. Bonjour Yannick, merci d'être avec nous. L'éditorialiste politique Astrid de Vilaine qui est de retour. Bonjour Astrid. Bonjour. Merci d'être la productrice, présentatrice de l'émission Sens Politique. C'est sur France Culture. On va parler des législatives et de cette campagne éclair et coup de tonnerre. Emmanuel Macron qui appelle au rassemblement et refuse de céder à l'esprit de défaite. La gauche qui tente de s'unir, la droite qui s'entre-déchire. Samia, vous nous raconterez la journée des LR? Oui, le psychodrame, hein, la folle journée des Républicains hier. Et cette folle journée des Républicains et cette alliance Ciotti-Bardella a provoqué la rupture entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. On va revenir sur tout ça. D'abord, on voit l'actualité dans nos régions. Et c'est d'abord l'heure de notre reportage à votre rencontre. Cécile Sixou s'est rendue à Lens, dans le Pas-de-Calais. Jordan Bardella y est arrivé largement en tête dimanche. Quel est le sentiment des habitants? Comment vivent-ils le choix d'Emmanuel Macron de redonner la parole aux Français? On regarde ce reportage. C'est un ex-bastion de gauche, mais comme la plupart des villes françaises, Lens n'a pas échappé à la vague RN. Dans l'ancienne cité minière, le parti de Jordan Bardella est arrivé en tête avec 47%. Un vote de conviction pour cette habitante. Je ne me cache pas que oui, j'ai voté Bardella et je voterai encore Bardella. Pour moi, il est à la hauteur de tout ce qu'il dit, ce qu'il prononce. Pour moi, il faut que ça bouge. Les gens, ils en ont marre. On a envie de changement et je suis très contente du résultat. Ce bulletin pour le RN traduit aussi pour beaucoup un ras-le-bol. Les Lensois ne se sont pas sentis écoutés sur la réforme des retraites. Ils réclament aussi plus de pouvoir d'achat. C'est le désespoir, moi je dirais. C'est le désespoir pour certains. Ils ne savent plus à qui donner leur voix, quoi. Donc ils vont aux extrêmes. Les électeurs de gauche, sonnés par les mauvais résultats de leur camp, digèrent mal l'annonce de la dissolution. C'était la cerise, comme on dit, la cerise sur le gâteau. C'était quelque chose... je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ça qui a fait plus mal. Au QG du député communiste sortant, les membres de la fédération sont eux aussi sous le choc. Moi, je pense qu'ils voulaient contraindre... un des éléments, c'était d'obliger la droite à se positionner clairement. Soit vous choisissez, vous partez avec le RN, soit vous partez avec nous. Et en pensant sans doute qu'ils tireraient plutôt sur eux. La dissolution, ils l'avaient en tête, mais pas pour tout de suite. On avait intégré la possibilité d'une dissolution en septembre. Mais c'était pas l'hypothèse numéro 1. C'est même pas très sérieux, enfin je veux dire, d'imposer aux Français une campagne électorale de moins de 3 semaines, alors que les enjeux qui sont posés sont des enjeux qui sont considérables. Au pas de course, le député Jean-Marc Tellier organise sa campagne. L'idée, c'est pas de se voir et puis d'avoir un débat sur est-ce qu'il a eu raison, pas raison. Et on mesure tous le danger qui est aujourd'hui à la porte de notre pays. Et puis forcément, si on le ramène au niveau de la circonscription, il y a l'enjeu. Il y a l'enjeu de préserver le poste des députés et puis surtout de ne pas le laisser au Rassemblement national. Car aux dernières législatives, en 2022, il est sorti gagnant, mais de peu, avec seulement 70 voix d'avance sur le candidat RN. Ça a été un combat, on s'est battu. Je dirais ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de plus, c'est que il y a 2 ans, il y a quand même 2 ans d'activité de député. Il y a 2 ans où notre objectif c'était la proximité, de répondre aux enjeux qui aujourd'hui préoccupent les gens. Branle-bas de combat aussi à la mairie socialiste. Le premier adjoint analyse les résultats des européennes. Il y a une réserve de voix, donc il faut que l'on mobilise. Et ensuite, rien n'est impossible. Donc, effectivement, maintenant, il faut établir une stratégie pour mobiliser les électeurs qui ne se sont pas déplacés. Car c'est l'autre résultat ici, 60% des Lensois ne se sont pas déplacés aux urnes. Quant à ceux qui ont choisi le RN, il s'agit de savoir si ce vote est pérenne. On peut craindre que même les gens qui, pour la première fois, par colère, ont voté RN... aux européennes, ils ont franchi le pas. Et donc, est-ce qu'ils en sont encore capables ou est-ce que c'était uniquement pour marquer le coup? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Après les législatives, les municipales auront lieu en 2026 et à Lens, le RN a ses chances. Un mot peut-être Astrid, alors on a choisi Lens, mais c'est quand même symbole aussi de ces terres de gauche. Et on voit, leurs élus locaux sont encore à gauche, mais qui ont donné leur voix majoritairement à Jordan Bardella. Mais c'est pas nouveau ça en fait. Moi c'est ça qui m'étonne beaucoup dans tout ce qu'on vit, c'est que
que le RN soit haut en France, enfin, je veux dire, ça fait 20 ans. Hein. Jean-Marie Le Pen au second tour, c'est 2002. J'avais 14 ans. Enfin, 2017, c'est Marine Le Pen au second tour. Enfin, donc, moi, je l'ai analysé dans un livre, Les 7 péchés capitaux de la gauche, sorti en 2022. Le RN est en train de remplacer la gauche dans l'électorat, et notamment populaire. Et moi, qui ai beaucoup suivi le Front National, je peux vous dire que les lecteurs de base de Marine Le Pen, c'est exactement ce que vous venez de démontrer, c'est-à-dire ce sont des ouvriers, des employés, des tatoueurs, des coiffeurs, des petits fonctionnaires. On voit que là, c'est peut-être la nouveauté de ce scrutin, c'est que maintenant, Jordan Bardella arrive à conquérir de plus en plus les seniors, les cadres, des gens qui autrefois trouvaient que le RN n'était pas crédible. Je pense que ça c'était les européennes. Ça va peut-être être atténué maintenant qu'il y a les législatives et qu'on va vraiment se pencher sérieusement sur le programme économique de Marine Le Pen qui change depuis 15 ans, tous les 2 ans. Mais, donc moi, je suis pas du tout étonnée de ça. Dans les villes, il y a un trou de souris et qu'ils arrivent à contenir leurs 2 problèmes majeurs que sont Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Il y a un trou de souris qui fait que ça peut fonctionner. Ouais. Mais il y a un trou de souris. En revanche, voilà. Il y a un trou de souris, Astrid. Ce que dit Astrid, vous êtes d'accord, Yannick? Il y a un trou de souris pour la gauche. La gauche, on ne parle plus des terres. On peut parler des deux. Non, c'est comme non, mais sur le RN, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une base effectivement ouvriériste, même si les catégories les plus modestes continuent de voter, pour la gauche, que ce soit le Parti communiste ou LFI, d'ailleurs, qui ont des maires et des députés tout de même dans ces régions du Nord ainsi que de l'Est. Ça, c'est un point. Maintenant, je ne sais, le trou de souris, j'en sais rien. On parle de l'union de la gauche, là. Moi, ouais. je suis d'accord avec ce qu'a dit Astrid, sauf sur un point. Le dernier, c'était de mettre de côté, si j'ai bien compris, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire le côté gauche la plus radicale, et le social-libéralisme, comme la partie radicale de la gauche nomme les Hollandais et d'autres, et peut-être, non, j'allais dire Raphaël Glucksmann, non, qui reste quand même assez radical en matière économique et sociale. Non, moi je pense que ce à quoi on est en train d'assister avec ce néo-front populaire, je pense que, c'est vrai, il y a une alliance électorale qui peut faire avancer les choses et qui peut donner effectivement un poids beaucoup plus important et à la gauche et au Parti socialiste, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Je pense que après il ne faut pas injurier l'avenir qui est dans 2 semaines et demie. Avoir la majorité absolue ou même avoir le groupe politique le plus important à l'Assemblée nationale pour la gauche, ça sera compliqué. Et troisièmement, là où je m'écarte par rapport à Jean-Luc Mélenchon d'Astrid, c'est que malgré tout ce que peut dire Yannick Jadot, écologiste, ou une grande partie du Parti socialiste, on va dire Olivier Faure et d'autres, même s'il y a un rééquilibrage, c'est vrai en termes de circonscription, en faveur du Parti socialiste, je pense que non seulement LFI reste à la manœuvre, mais il aura encore une place prépondérante, pas au sein de la gauche, et non seulement ce sera LFI, mais ce sera en plus les mélenchonistes. Justement, on va l'écouter, Jean-Luc Mélenchon. Pardon, Astrid, avant de vous donner la parole, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il était hier invité du 20h de France 2. Est-ce qu'il veut être Premier ministre? On va écouter comment il se positionne. Je viens de dire que je m'en sens capable, que le groupe le plus important, compte tenu des chiffres que vous donnez, c'est forcément les Insoumis, eh bien il fera une proposition. Il n'imposera rien, il proposera, et nous avons dans nos rangs de quoi faire. Alors je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Il y aura donc une discussion. Voilà, c'est un peu en même temps de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est une erreur fondamentale, la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon hier. On voit bien qu'il se force à essayer de faire l'union, mais il est toujours là. Aujourd'hui, moi je crois que dans la crise politique dans laquelle on est, il ne faut plus dire « je ». Tous ceux qui disent « je » et pas « nous » perdent. Éric Ciotti dit « je », s'enferme au point de s'enfermer tout seul dans son bureau. Et Jean-Luc Mélenchon, on voit bien qu'il essaye de ménager la chèvre et le chou, mais je pense qu'on attendait autre chose. Enfin, à mon avis, la gauche attendait autre chose. Et là où je vous rejoins totalement, c'est que si vraiment ils disent, dans cette campagne où on va leur poser la question tous les jours, ce sera un insoumis à Matignon, ils perdent. C'est pour ça que je disais le trou de souris. Moi, je pense que la question du Premier ministre, il ne faut pas la régler, ou alors il faut que ça vienne de la société civile ou du monde syndical. Ce que je trouve très intéressant quand même dans la période, c'est que la gauche se reparle. Et quand on arrive quand même à avoir un Yannick Jadot, une Carole Delga, qui sont en train de faire des accords jusqu'au NPA, ça, c'est quand même le tour de force de Emmanuel Macron d'avoir réussi à quand même se remettre ensemble dans la même pièce, la gauche. Mais c'est pas du tout gagné.
Alors, la gauche se réunit, la droite, elle se divise. Samia, et notamment les Républicains. Vous allez un peu nous faire le récit de ce qui s'est passé hier du côté des LR. Oui, Éric Ciotti ne fait plus partie des Républicains. C'est en tout cas ce qu'a décidé le bureau politique qui s'est réuni hier. Et pendant ce temps-là, au siège du parti, Éric Ciotti, sachant très bien ce qui se préparait, avait fait évacuer le siège et puis fermer les portes des locaux, en espérant peut-être empêcher que cette réunion ne se tienne. Une image totalement surréaliste, mais qu'importe, l'état-major des Républicains s'est réuni à quelques rues de là. Il y avait tous les ténors. Aucun n'approuve l'alliance conclue secrètement par Éric Ciotti avec le RN pour ces législatives anticipées. Ils se sont donc mis d'accord très rapidement pour exclure leur président. Éric Ciotti, regardez la déclaration qui a suivi leur réunion. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. La campagne sera menée par une équipe collégiale, symbole de l'unité, de l'enracinement et de la détermination des Républicains. Alors Annie Genevard, que vous venez d'entendre là, elle assure donc maintenant l'intérim de la présidence des LR. Elle était jusqu'ici la numéro 2 du parti. Donc elle avait les clés du siège qu'Éric Ciotti avait fermé un peu plus tôt. Donc elle s'y est rendue dans la foulée pour rouvrir les portes et investir les lieux, comme on peut le voir sur ces images. Finalement, Éric Ciotti, qui était censé être barricadé à l'intérieur, n'était pas au siège. Mais il a contre-attaqué rapidement hier en disant « Je suis le président des Républicains ». Et je le reste. Et ce matin, sur France 2, il était toujours aussi déterminé à garder sa place. Regardez. Je serai dans mon bureau dans quelques instants. Le bureau politique hier vous a exclu. Ce n'est pas un bureau politique. Il n'y avait pas de bureau politique hier. Le bureau politique, il est convoqué par le président selon des règles précises. Je n'ai pas convoqué ce bureau politique, donc il n'a aucune valeur juridique. Tous les experts, d'ailleurs, s'accordent sur ce point. C'était une réunion de personnes, on a vu le retour de tous ceux qui ont fait perdre à la droite depuis des décennies. En tout cas, s'il y a des obstacles à la présidence légitime que je dispose, il y aura des actions judiciaires, y compris des actions pénales. Voilà, vous l'avez compris, Éric Ciotti, il veut s'accrocher à la présidence. Pour lui, l'exclusion prononcée hier n'a aucune valeur légale. Elle a même été prononcée en violation flagrante des statuts du parti, dit-il, puisqu'il prévoit que seul le président peut convoquer le bureau politique. On est donc dans une bataille juridique et arrive évidemment, puisque ça va très vite, le temps des investitures, Samia. Oui, Éric Ciotti dit avoir derrière lui 80 candidats LR prêts à être investis par le Rassemblement national pour ces législatives anticipées. Sauf que les députés sortants, eux, ne le suivent pas du tout. Sur les 61 députés que compte le parti, 59 ont demandé l'investiture des dirigeants républicains qui se sont réunis hier sans lui en commission nationale d'investiture. Le président du Sénat, Gérard Larcher, y était. Il s'est exprimé hier soir sur TF1 et il a été très clair. Ce sont bien les candidats désignés par cette commission qui porteront l'étiquette du parti. Regardez. Il n'y aura qu'un seul label LR donné par notre commission nationale d'investiture. La ligne des Républicains, elle est claire. Nous irons sous nos couleurs, autonomes, indépendants. Voilà, mais peut-être qu'Éric Ciotti, lui aussi, voudra utiliser cette étiquette DLR pour investir ses candidats qui feront alliance avec le RN. Donc effectivement, Ariane, il y a une bataille juridique qui est en train de s'ouvrir chez les LR. Ouais, bataille juridique. Et est-ce que ça voire judiciaire. Exactement. Judiciaire également. Oui, et non, pardon, Jannick, et pour compléter ce que vous dites, bataille politique aussi, finalement. On est entre deux LR. Oui, alors deux LR, on va voir les élections pour voir si Éric Ciotti est véritablement cavalier seul, comme semble dire le LR, on va dire canal historique, ou si effectivement, comme je le pense, et je ne suis pas la seule, s'il n'entraîne pas des élus, des caciques, des grands barons et des apparatchiks, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, il peut entraîner, on le sait, des élus locaux, on en a vu déjà peu, mais LR, je veux dire, et puis des électeurs. Donc on verra si véritablement les LR se splitent, se divisent, implosent, etc. etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur les LR. On va y venir, mais d'abord là-dessus, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Alors, on ne s'attendait pas vraiment à ça de la part des Républicains, Astrid. Ah si, moi je... Ah si, vous y attendez. J'ai vécu la COCO, moi, il y a 10 ans, je connais leur façon de faire. Enfin,
C'est un parti qui a fait 7% aux dernières élections européennes dimanche dernier et 4% en 2000. Et vous pensiez qu'Éric Ciotti, tout seul, contre l'avis du reste de son parti, allait dire... C'est un parti qui a fait 7% dimanche dernier aux européennes et qui a fait 4% en 2022. Mais de quoi on parle? C'est personne, les Républicains. La seule chose, c'est que c'est symbolique. Cette porte bleue qu'on a vue, c'est symbolique. C'est que c'est le parti gaulliste, le parti qui a fondé la Ve République, qui nous unit tous encore aujourd'hui, qui est en train de vendre son âme, en l'occurrence sa tête, à l'extrême droite, que De Gaulle a toujours combattu. C'est le parti ou c'est Éric Ciotti? Parce que le message qu'ont voulu donner hier les ténors des Républicains, c'est que c'était pas le parti, c'était Éric Ciotti. Éric Ciotti, c'est le chef du parti. Il a été élu. Donc il est en Donc pour vous, l'exclusion, elle n'a pas de symbole politique. C'est pas ça, c'est que je pense que les Français... Enfin, on sort de 3 crises majeures. Les gilets jaunes, les émeutes en banlieue, c'était l'année dernière, et 3 mois de crise agricole avec des paysans qui n'arrivent pas à se nourrir. Et c'est ça que nous propose la droite républicaine, la twitterisation de la politique. C'est honteux. Jeannick. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ma voisine. Alors que le carrosse gaullien, pompidolien, chiracien, Sarkozy soit devenu une citrouille et une petite citrouille en plus, ça, je vous l'accorde. Qu'ils soient complètement désemparés, que les LR ne savent plus où ils habitent, ça c'est vrai. Mais tout de même, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et quand je parle du bébé, c'est le LR canal historique, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est le parti. Alors bon, moi je ne vais pas rentrer dans des considérations juridiques, etc. Il y a tout de même des fortes personnalités. Quand je dis fortes, c'est dans tous les sens du terme, si je puis me permettre, par leur présence, mais aussi par leur poids politique. Vous les avez fait défiler, mais enfin, il y a Gérard Larcher, bref, on les connaît tous, qui se trouvent effectivement face à un dilemme et sur une ligne de crête. Ils ont à côté d'eux, et même en leur sein, en partie, le rouleau compresseur que représente le Rassemblement national. On sait qu'ils ont toujours l'aile macroniste, enfin le pôle, pardonnez-moi, macroniste, central et centriste de l'autre côté. Aujourd'hui, ils se trouvent devant quoi? Ils vont devoir se compter, ça c'est vrai, ils vont devoir se compter avant ou après les élections. Mais contrairement à ce que moi-même et d'autres pouvaient dire il y a encore quelques jours, quelques semaines, je pense que les LR ont une carte, les LR canal historique, encore une fois, ont une carte à jouer. Pourquoi? Parce que ils ont justement, il n'y a plus de force, deux rouleaux compresseurs autour d'eux qui les écrasaient inéluctablement. Ils ont le rouleau compresseur de la droite qu'on appellera comme on veut, extrême droite, nationale populaire, populiste, nationaliste, tout ce que vous voudrez. Sauf que le pôle macroniste, qu'on le veuille ou non, est affaibli. On verra les élections, il est affaibli. Donc moi, je pense que, et pour se sauver lui-même, et peut-être pour donner une alternative à un électorat de droite qui ne veut véritablement pas voter le RN et qui pourrait s'abstenir et faire le jeu du RN malgré tout, ils pourraient, et ils ont les possibilités face à un pôle macroniste affaibli, de faire valoir des atouts. Leurs atouts, je termine, c'est quand même un groupe, on verra de combien il sera, mais tout de même de députés. Ils auront le Sénat et ils ont des forces territoriales au niveau des communes, des départements et des régions qui comptent, mais qui comptent d'autant plus aujourd'hui, encore une fois, que le pôle macroniste, encore une fois, on verra dans 2 semaines, mais le pôle macroniste est terriblement affaibli. Je suis totalement d'accord, mais dans ce cas, Donc les LR ne sont pas rien. Bah, moi, je prends juste les scores des 2 dernières élections. Ah oui, mais il y a des rapports de force au-delà des scores. On verra les élections législatives. Moi, je pense qu'il va y avoir en effet 577 élections locales. Il y a plein de barons locaux. La force de LR, c'est en effet le maillage territorial et le Sénat, très clairement. Mais c'est vrai que là, peut-être, ça me fait penser que si ça se trouve, il va y avoir une recomposition avec la droite de la Macronie. Les Le Maire, les Darmanin, ceux qui étaient amis avec les Gérard Larcher, etc. Est-ce qu'ils vont réussir à se remettre ensemble? Je crois qu'il y a une forme de timidité, de prudence, parce que tout le monde est sonné, chez les ministres de droite d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, et même Édouard Philippe, en effet, parce qu'ils ne veulent pas diviser. Et ils se disent, si on y va de notre côté, on va laisser les 2 blocs qu'Emmanuel Macron appelle extrême gauche et extrême droite l'emporter. Donc peut-être que cette recomposition peut avoir lieu, mais il reste très peu de temps. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que LR va envoyer LR canal historique sans l'étiquette LR? Parce que qui va avoir l'étiquette LR? Envoie des députés dans toutes les circonscriptions, que vont faire les Français? Est-ce qu'ils vont voter Macron, LR ou RN? Dans ce cas, c'est favorable à la gauche.
J'avoue que je n'en sais rien. Moi, ce que je vois, encore une fois, c'est que les LR, au nom de leurs valeurs, ne serait-ce que pour ça, de leurs valeurs qui sont les leurs, hein, bien évidemment, gaullistes, etc., ne serait-ce que pour ça, eh bien, compte sur l'échiquier politique dans un contexte historique où il y a une poussée, on verra dans quelle proportion elle est, où il y a une poussée du Rassemblement national. Qu'un parti comme les LR, aussi petit soit-il, continue à défendre leurs propres couleurs, encore une fois, au nom de valeurs qui sont les siennes et au nom desquels beaucoup de Français à droite, au centre et à gauche peuvent se reconnaître, je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, mettre les LR sous le tapis, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, la poussière sur le tapis. Laissons les LR sur le tapis, ça peut être sinon un tapis rouge, encore une fois, pour jouer un rôle et pour peser. Il ne s'agit pas de s'allier, il ne s'agit pas d'être au sein de la Macronie, il s'agit d'être à côté de la Macronie, peut-être, hein, pour les prochaines élections, ou en tout cas après, pendant la législature qui durera on ne sait pas combien de temps d'ailleurs, mais je pense que ce rôle-là, les LR peuvent et peut-être même doivent le jouer. Sur ce qui se passe à l'extrême droite, puisque là, il se passe des choses un peu partout. Du coup, l'alliance entre Éric Ciotti et Jordan Bardella, ça a fait exploser Reconquête, puisque Marion Maréchal, elle a appelé à soutenir les candidats de cette alliance. Éric Zemmour, lui, dit que... Enfin, c'est un peu compliqué ce que dit Éric Zemmour, que Marion Maréchal ment quand elle dit qu'il voulait présenter des candidats contre cette alliance, que lui, il est prêt à se désister. Bref, que Marion Maréchal l'a trahi et elle a exclu. Est-ce que ce pôle-là est en train de se renforcer avec cette alliance Ciotti-Bardella, Astrid ? J'ai du mal encore à le voir, parce qu'en fait, pour moi, Éric Zemmour et Marine Le Pen, d'un point de vue économique, et on a quand même 3 000 milliards de dettes, donc si les élections ont lieu dans un mois, la personne qui va arriver à Matignon, si on a quelqu'un à Matignon, parce qu'on peut aussi avoir 3 blocs, 200 députés, et en fait, personne ne gouverne, ou alors il faut faire une coalition. Mais peu importe, la personne qui va arriver à Matignon le 8 juillet, elle a que des problèmes à gérer. Enfin, c'est vraiment le pire poste à prendre aujourd'hui en France. Donc, est-ce que c'est la ligne Éric Zemmour, c'est-à-dire très libérale, très à droite, il faut augmenter la retraite, on fait des économies, etc. Ou est-ce que c'est la ligne open bar de Marine Le Pen, on fait des chèques, on est très sociaux, on est là pour les plus faibles, etc. Ils n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a quand même passé toute sa campagne à dire que Marine Le Pen était de gauche. Donc c'est très intéressant, en fait, la recomposition à tous les étages. Là, alors, Emmanuel Macron disait clarification, là, c'est de plus en plus flou quand même, parce que ça va trop vite. Mais ça va bien finir par s'éclaircir. Je pense que dimanche soir, quand on aura le nom des candidats dans chaque circonscription, nos analyses seront peut-être un peu plus éclairées. Je ne pense pas que ce qui se passe à l'extrême droite soit une recomposition. Je pense que c'est une massification. Je pense que le rouleau compresseur, à tout point de vue, électoral, politique et idéologique, même si l'idéologie chez, justement, Marine Le Pen tente à se dilater, je ne pense pas que... Vous avez raison, hein, il y a des problèmes de fond que je ne nie pas, mais il y a des problèmes de fond aussi au sein de la gauche, et il y en a eu au temps du programme commun, ça n'a pas empêché la gauche d'arriver au pouvoir et de gouverner. Bref, je pense que Marine Le Pen arrive, alors c'est vrai que ça fait un certain temps qu'elle le fait, mais là, il y a une accélération terrible, arrive aussi bien à s'étendre au centre, on va dire au centre droit, enfin, ou à droite avec le Ciotti et ceux qui voudront bien le suivre, et avec Marion Maréchal, c'est-à-dire avec, on va dire pour le coup, véritablement, l'extrême droite. Donc Marine Le Pen va garder le leadership, on voit déjà qu'elle met de l'eau dans son vin sur son programme électoral au nom du réalisme, on va dire, les retraites, c'est terminé, la fin de l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, c'est probablement reporté, etc., etc. Moi, je pense, après, sous réserve des résultats, je pense que, de toute façon, le rouleau compresseur, et le premier et le dernier mot, c'est Marine Le Pen qui le dira. Je pense que dans cette campagne des législatives, on va revivre la bataille des retraites. Parce que Jordan Bardella, là, n'est pas du tout clair. D'ailleurs, le programme de Marine Le Pen sur les retraites n'a jamais été clair. Personne n'est capable, au sein du parti, de dire à quel âge, avec combien d'argent. Enfin, ils n'ont pas travaillé cette question-là. En revanche, Éric Ciotti, ça, je me souviens très, très bien, je l'ai vu de mes yeux vus à l'Assemblée nationale, négocier avec Elisabeth Borne pour faire la pire retraite qui soit beaucoup plus difficile que celle qui a été finalement adoptée. C'est là où les contradictions... Oui, 65, hein. Voilà. Et donc...
Moi, je veux bien, mais je ne sais pas comment Marine Le Pen va expliquer à son électorat qu'elle a rejoint quelqu'un qui voulait une réforme des retraites dont tout le pays, souvenez-vous, les manifestations et souvenez-vous les sondages, le pays ne voulait pas de cette réforme. Donc là, c'est compliqué pour eux idéologiquement à justifier. Ça fait accord d'appareil, ça fait politique aérie, ce que Marine Le Pen a toujours refusé d'habitude en disant l'UMPS, voyez, en renvoyant dos à dos les vieux partis. Elle est en train de faire des accords partisans dont les Français ne veulent plus. On va terminer par ce qui se passe du côté de la majorité présidentielle. On va écouter Emmanuel Macron qui tenait hier une conférence de presse. Il appelle à refuser l'esprit de défaite. Non à l'esprit de défaite. Oui au réveil, au sursaut républicain. Nos compatriotes sont des républicains, des femmes et des hommes de bonne volonté. La France s'est toujours tenue ainsi. Et l'esprit de défaite, il a toujours été dans les élites. Toujours. Et il vient des élites. Je vous le dis. Et donc, en faisant ce choix dimanche dernier, j'ai fait le choix de faire confiance dans nos compatriotes, dans leur amour de la République, de la clarté, du débat politique, plutôt que dans les combines et dans l'esprit de démission et de défaite. Parce que moi, je ne l'ai pas. Il peut l'éviter, cette défaite, Yannick Halimi ? Oh là là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué au regard de la dynamique inverse, je veux dire, qui touche la majorité macronienne, Modem, Horizon, Renaissance, qu'on a vu déjà à la présidentielle. Certes, il l'a remportée, il n'y a pas de doute, mais quand même déjà avec un score bien moins important. Voilà, qu'en 2017, aux dernières législatives, et je ne parle pas des européennes. Les sondages montrent que... alors, ce sont des sondages, on est bien... D'accord. Montre quand même qu'ils arriveraient non seulement après le RN, mais après l'union de la gauche, et que même comme le fait Emmanuel Macron, il prend acte de toute façon de la faiblesse du pôle qu'il incarne. Il a tendu la main au centre droit, au centre gauche. Le centre gauche, avec l'union électorale qui se fait en ce moment, même s'il y a 2 ou 3 députés qui peuvent venir conforter tel ou tel texte, enfin, pourquoi pas de gauche et Parti socialiste, en tout cas, pardonnez-moi, l'union de la gauche ferme l'élargissement, entre guillemets, de la Macronie à gauche. À droite, on voit ce qui se passe, même si les LR, attendons de voir, acceptent d'une façon ou d'une autre, de façon programmatique ou de façon au coup par coup, de jouer le jeu de la majorité éventuelle avec Emmanuel Macron. Si on voit les sondages, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant pour pouvoir gouverner pendant 3 ans encore. Oui, et Gabriel Attal qui dit ce matin, c'est moi qui mène cette campagne, c'est pas un référendum. Elle va être vécue comme ça quand même, en arrivant aussi proche. J'ai du mal à le voir parce que pour moi, là, on n'est pas encore dans la campagne. Ça, on pourra en parler lundi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Emmanuel Macron, avec cette conférence de presse hier, n'a pas facilité la tâche de Gabriel Attal. J'ai l'impression qu'il a fait une Gabriel Attal. Vous vous souvenez, quand il est allé sur le plateau pour essayer d'aider avec Valérie Hayé, Emmanuel Macron fait exactement la même erreur politique, c'est-à-dire qu'il lui coupe les jambes. Il aurait fallu, à mon avis, qu'il reste en surplomb. Je pense qu'il commet une deuxième erreur hier, c'est qu'il acte la tripartition de la vie politique française en disant il y a moi, le centre raisonnable, l'extrême gauche et l'extrême droite, dans une caricature. Enfin, c'est faux de dire qu'il n'y a que Emmanuel Macron, le bloc central, l'extrême gauche, l'extrême droite, on vient d'en parler, il reste tous ces barons LR orphelins et toute cette social-démocratie qui est en train de faire l'accord potentiellement. Il met les LR dans le pôle central comme il met l'aile droite. C'est pas ce que j'ai compris hier. Je l'ai entendu dire. C'est pas clair, je vous l'accorde. Non, moi j'ai trouvé ça très clair. Il a dit 10 fois, il y a l'extrême gauche, l'extrême droite et moi. Et il a critiqué les alliances d'appareil tout en tendant la main au parti radical. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Et j'ajoute qu'au-delà de cette erreur-là, qui est factuellement fausse, je pense qu'en plus de ça, il ne répond pas à la question centrale. C'est le Front républicain, s'il existe encore. C'est-à-dire que si c'est l'extrême gauche, l'extrême droite ou moi, à la place d'Emmanuel Macron, quand on va avoir des duels... Front populaire, extrême droite. Que va dire le député Renaissance qui est pas Il n'a pas voulu répondre. Il ne répond pas à cette question. Et c'est la question centrale qui va se poser. Merci à toutes les deux. Merci. On va évidemment revenir sur cette campagne courte, mais intense. Et on en parle déjà dans la revue de presse, Samia.
Et on revient d'abord sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron dans la presse régionale. Oui, Macron lance la bataille, titre le Dauphiné libéré. La bataille des législatives, évidemment. Il abat ses cartes, peut-on lire ce matin, dans la dépêche du Midi. Et il est prêt à rouvrir la question des grandes régions, raconte aussi les dernières nouvelles d'Alsace. L'Alsace, où la possibilité d'un redécoupage a forcément un écho particulier, puisqu'on le sait, les Alsaciens voudraient bien quitter la région Grand Est. Dans le sud, ce matin, c'est Éric Ciotti qui fait la une. Le barricadé, voilà le surnom que lui donne ce matin la Provence. Hier, l'élu niçois a donc fermé à clé le siège des Républicains alors que son parti s'apprêtait à l'exclure. Anatomie d'une chute, titre Nice Matin, qui revient aussi sur cette folle journée où Éric Ciotti a perdu la présidence des LR. La Voix du Nord sort ce matin une enquête exclusive sur la prostitution des mineurs. Oui, c'est une explosion du phénomène, alerte ce matin. La Voix du Nord ont compté au moins 10 000 prostituées mineures en France, un chiffre qui a doublé depuis 2016. Le journal publie le témoignage d'une mère dans le Valenciennois qui a découvert que sa fille se prostituait depuis l'âge de 13 ans, victime de proxénète. Sa fille qui témoigne aussi pour raconter son parcours et puis la difficulté à se sortir de la prostitution quand on y est tombé aussi jeune. Pour finir, dans les Pyrénées, il y a de plus en plus de monde sur les chemins de Saint-Jacques. C'est l'autoroute, raconte ce matin la République des Pyrénées. Les marcheurs sont de plus en plus nombreux à emmener leurs bâtons de pèlerin sur les chemins béarnais qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle et leur passage réjouit les communes où ils s'arrêtent pour dormir et manger. C'est un vrai business qui revitalise les villages. Merci Samia, merci beaucoup. Astrid, on vous retrouve le samedi sur France Culture, c'est à 12h45 et ça s'appelle Sens Politique. Merci beaucoup Astrid d'avoir été avec nous. Et Yannick, puisque dans cette période, on va peut-être avoir envie, on va sûrement avoir envie de relire votre livre. Ça s'appelle Le jour où la droite se saborda. Voilà. À l'archipel. C'était un livre prémonitoire. En 2020. Voilà. Ça va. Après l'affaire Fillon. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup Astrid. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.